Rapidement, je voulais vous rappeler un petit peu le paysage des anticorps monoclonaux qu'on utilise en cancérologie, parce que c'est le fruit de pas mal d'années de recherche et développement. Et finalement, vous connaissez tous ces anticorps monoclonaux nus, comme les anti-CD20, rituximab, deuxième génération blinatumomab, et puis les anti-CD19 qu'on utilise également en hématologie. Ils ont des profils d'activité, de tolérance et d'efficacité qui sont assez variables, avec des applications en termes d'indications qui varient aussi. On a aussi utilisé des anticorps monoclonaux conjugués avec un radioisotope qui permettait de déposer en fait au site de la cellule tumorale une radiation ionisante pour la détruire. Et puis on a aussi des anticorps monoclonaux conjugués qui sont couplés avec des molécules de chimiothérapie, soit des poisons de fusion, soit des alkylants qui sont aussi intéressants et qui ont pour certains des AMM. Et donc les dernières arrivées sont les anticorps monoclonaux bispécifiques. Alors, comme vous le savez, en général, dans le monde de l'immunothérapie en cancérologie, on est confronté à cette problématique de cette synapse immunologique, le signal 1, la grosse reconnaissance TCR, CMH peptide, plus la co-stimulation qui est importante. Et je clique sur l'écran. Mais cette réactivité contre la cellule tumorale, elle est empêchée parce qu'on peut parfois ne pas avoir le bon TCR qui est spécifique de l'antigène tumoral, ou alors on va avoir des antigènes tumoraux qui sont restreints par le CMH, et puis des fois une down-régulation des molécules du CMH. Et donc tout ça sont autant de mécanismes d'échappement de la cellule cancéreuse. Et donc on peut imaginer différents processus pour en fait, détourner cette synapse immunologique très complexe et très spécifique par d'autres mécanismes. On a vu ce matin qu'on pouvait donc transduire des lymphocytes du patient par des récepteurs chimériques que sont les CAR-T-cells, et on peut aussi mettre en jeu donc les anticorps qu'on va avoir bispécifiques. Donc vous savez, les anticorps ont deux parties, la partie FC et la partie FAB, avec le fragment variable dont on a vu ce matin qui permet la reconnaissance antigénique. Et donc, on a développé deux types d'anticorps bispécifiques, ce qu'on appelle non-IG-like, c'est-à-dire qui n'ont pas de fragment AFC, ou les IG-like qui ont un fragment AFC. Cette bispécificité donc, on va concerner donc, des fragments de reconnaissance pour deux antigènes. Vous voyez en haut en violet pour le CD19 et en bleu pour le CD3. Et ça permet de mettre côte à côte deux types cellulaires et d'engager une réactivité contre le type cellulaire de choix. Et en bas, on rajoute en plus, en ayant ces anticorps bispécifiques IG-like, une ingénierie supplémentaire, c'est qu'on va aussi modifier la partie FC des anticorps bispécifiques pour plusieurs choses. Déjà, c'est qu'on veut éviter qu'ils aient un rôle par le fragment FC. Donc, soit on peut avoir des IG4 qui ne sont pas couplés au complément, soit on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de réponse FC médiée. Ensuite, c'est toute une stratégie d'ingénierie biochimique pour en fait arriver à coupler des sites de reconnaissance différents, parce que normalement, on n'est pas censé avoir sur un anticorps. Ces deux zones ne sont pas censées être différentes, et donc il y a des mécanismes pour arriver à compter biochimiquement ces molécules, soit par des mutations artificielles, soit par des chargements, des polarisations biochimiques qui permettent de couper ces molécules et qui permettent aussi de de les enrichir et de les purifier pour la production industrielle. Alors, la majorité des anticorps bispécifiques sont les BiTE ou bispécifiques T-cell engagers. Ça veut dire qu'on va chercher en fait, un lymphocyte T au contact d'une autre cible, une cellule tumorale, et puis on va le voir après dans dans les maladies auto-immunes. C'est 75% des anticorps bispécifiques, mais on a d'autres médiateurs, c'est-à-dire qu'on peut aussi engager des NK, et puis on peut aussi avoir dans 10% des cas, c'est plus des phases précoces, on va chercher à mettre en jeu les immune checkpoints qui sont impliqués dans la régulation des phénomènes immunologiques. Par rapport au profil de sécurité de ces anticorps bispécifiques, on va retrouver un petit peu les mêmes profils d'effets secondaires que les CAR-T-cells, c'est-à-dire qu'une fois que le CAR-T-cell ou l'anticorps bispécifique va mettre en contact le lymphocyte T avec la cible, ça va relarguer beaucoup de cytokines, vous le savez, notamment TNF-alpha et l'interféron gamma, qui vont aussi recruter des médiateurs. Il va y avoir perforine et granzyme, évidemment, pour les lymphocytes cytotoxiques. Mais ces médiateurs de l'immunité vont aussi relarguer d'autres cytokines, comme l'interleukine 6 et l'interleukine 1 bêta. Donc, on va avoir le syndrome de relargage cytokinique, qui est expliqué par toutes ces cytokines, qui se manifeste essentiellement par de la fièvre, des maux de tête, des frissons. Mais on peut aussi avoir des toxicités neurologiques, qui correspondent en fait à une encéphalopathie cytokinique, c'est-à-dire que les patients n'ont pas
ont le plus souvent des troubles des fonctions supérieures, à type de difficulté à lire, à écrire, à reconnaître des objets, à parler. Et nous, on cherche à screener, à dépister ces complications neurologiques par le test de la graphie. Donc, ils écrivent plusieurs fois par jour pour voir s'il y a une dysgraphie qui apparaît et qui est en lien avec ces phénomènes neurologiques dont je vous ai parlé. Et donc, pour contrer ces effets secondaires, on sait que ces effets secondaires peuvent, même s'ils sont parfois sévères, peuvent être toujours le temps réversibles. On a deux moyens. Un petit peu ancestral et rustre, c'est les corticoïdes pour empêcher la prolifération et empêcher la sécrétion de cytokines, ou en tout cas la signalisation intracellulaire des cytokines. Soit on peut bloquer le récepteur de l'interleukine 6 par le tocilizumab, qui fait partie des recommandations internationales pour la prise en charge des CRS. Alors globalement, pour la gestion de ces complications, on va voir qu'avec les bispécifiques, c'est essentiellement le CRS. Il y a deux grandes stratégies, il y a les mesures prophylactiques et puis il y a les mesures curatives. Les mesures prophylactiques, elles vont dépendre de pas mal de choses. Déjà, ça peut être parfois, quand on peut, le choix de la molécule. On verra après, entre une administration intraveineuse ou subcutanée, les tolérances ne sont pas les mêmes. En fonction de l'antigène cible, les tolérances ne sont pas les mêmes, le profil patient, et puis entre guillemets, en hématologie, on a le concept de masse tumorale, et plus la masse tumorale est importante, plus il va y avoir de mise en jeu des acteurs immunitaires, et donc plus de relargage cytokinique. Donc on peut parfois, en hématologie, réduire la masse tumorale par des corticoïdes, par un anti-CD20, même s'il a échoué avant, il peut quand même permettre de diminuer la masse tumorale, ou voire parfois de la radiothérapie. Et pour les mesures curatives, alors c'est un exemple de stratégie de prise en charge, c'est pas gravé dans le marbre, mais globalement, les effets secondaires sont souvent modérés et peut-être que c'est pas utile d'utiliser des molécules très onéreuses comme les anticorps monoclonaux pour gérer le CRS, et la cortisone peut faire les effets. Et on peut mettre aussi en place de la cortisone à chaque administration d'anticorps bispécifiques, entre guillemets en prémédication pour diminuer les effets secondaires. Et vous voyez qu'en fonction de la sévérité déjà, le lieu de gestion des patients ne va pas être la même. Donc, grade 1, vous ne savez pas ce que c'est, mais globalement, c'est la fièvre et des frissons et rien de plus. Grade 2, il y a des modifications tensionnelles des besoins d'oxygène. Grade 3, on n'a plus de cycle d'oxygène, des amines vasopressives et de la réanimation. Et grade 4, on est intubé, ventilé, hémofiltré. Donc, globalement, la prise en charge va varier. Si c'est un patient jeune qui est assez compréhensif pour les recommandations, on peut même le gérer en ambulatoire. Mais souvent, si on a un patient âgé, ce qui est quand même assez fréquent, on va les gérer dans les services hospitaliers. Et vous voyez que la réanimation est impliquée pour les grades 3 et 4. Et on va intensifier au fur et à mesure la corticothérapie pour prendre en charge ces patients. Et donc, dans cette stratégie de prise en charge des effets secondaires, le tocilizumab n'est pas impliqué avant le grade 2 pour des manifestations sévères. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a comme anticorps bispécifiques actuellement disponibles? Je vais vous en lister quelques-uns et on va voir après qu'ils ne sont pas tous encore approuvés ou utilisables au quotidien. Donc le premier, c'est le blinatumomab, c'est un anti-CD19, c'est un bispécifique non IG-like, vous vous rappelez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, et qui a une autorisation mise sur le marché pour la leucémie aiguë lymphoblastique B. Ensuite, si on prend les cibles, donc le CD20, on a 4 molécules, mosunetuzumab, glofitamab, epcoritamab, odronextamab, avec des laboratoires qui le produisent qui sont différents, qui sont pour la plupart donc, impliqués dans les lymphomes B diffus à grande cellule ou lymphomes folliculaires, qui sont tous des lymphomes non-Hodgkiniens de type B. Et ensuite, on a les cibles qui vont particulièrement nous intéresser pour le myélome multiple, que sont BCMA et GPRC5D. Alors, je vous ai mis en bas ce qui était actuellement autorisé et disponible en France. Donc, le blinatumomab, le glofitamab et l'epcoritamab pour les B diffus à grande cellule, et teclistamab et elranatamab pour l'anti-BCMA dans le myélome. Je pense que ça a un intérêt parce que vous vous dites, si je veux éventuellement utiliser dans les maladies auto-immunes, lesquelles j'ai déjà accès alors que d'autres sont même pas en accès précoce. Alors, quelles sont les études pivotales dans les maladies hématologiques? Je ne vais pas faire toutes les molécules, mais vraiment vous montrer les grands essais. D'abord dans un LALB, parce que c'était vraiment notre premier modèle de traitement par bispécifique. Les essais, c'est dans les années 2012, 2012-2015. Et on a cette étude qui a été donc le blinatumomab en synapse CD3, CD19, avec cette étude Tower, qui a impliqué 400 patients qui avaient une leucémie aiguë lymphoblastique en rechute ou réfractaire. Ils ont été randomisés 2 pour 1, soit blinatumomab, soit chimiothérapie standard. À chaque fois, j'essaie de vous mettre quelques bases d'administration, parce que c'est ça aussi qui est intéressant pour vous. Donc, le blinatumomab, comme il est non IG-like, eh ben, il va avoir une demi-vie d'élimination qui est beaucoup plus rapide, et ça a une grande implication, c'est qu'en fait, ils ont la perfusion continue. Les patients ont une banane avec une tubulure, et ils ont l'administration continue, et ils doivent changer leur diffuseur 2 fois par semaine.
Donc, ça a une implication en termes d'organisation des soins. Ensuite, on va le voir pour tous les bispécifiques, il faut faire de l'escalade progressive de dose parce que c'est une façon de gérer les manifestations comme le relargage cytokinique. Donc, il y a une première semaine d'administration où au jour 1, on fait des corticoïdes, on commence à 9 microgrammes et kilos, et la semaine suivante, on passe à la dose pleine qui est 28 microgrammes kilo. Et à chaque fois qu'on fait un changement de dose, on refait une prémédication par corticoïde. Alors la réponse était très satisfaisante parce qu'on voit qu'elle était significativement améliorée dans le groupe blinatumomab versus chimiothérapie. On passait de 15 à 33% et ça se traduisait, comme vous le voyez, en survie globale. Ça ne vous paraît pas énorme de passer de 4 à 8 mois, mais pour des patients éventuellement jeunes, ça peut des fois les amener aussi dans une stratégie de greffe derrière. Donc c'était des résultats qui étaient quand même très importants. En termes de sécurité, on voit que le taux de CRS était de 14%, ce qui paraît peu dans cette étude, avec des grades supérieurs à 2, c'est-à-dire réanimation, amine ou oxygène au débit, de 5%. La toxicité neurologique était assez remarquable parce qu'on va le voir, il n'y a pas forcément autant d'événements neurologiques pour les autres bispécifiques, on était aux alentours de 10%. Toujours réversible et pas d'événements létal. Le deuxième exemple que je voulais voir, c'était le bispécifique anti-CD3, anti-CD20 dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Le glofitamab, alors lui, il est produit par Roche. Il est un petit peu particulier parce que vous voyez, il a deux domaines de fixation pour le CD20 qui reconnaissent des épitopes différents. Et donc, en fait, il va renforcer la synapse et améliorer le contact. Le fragment FC est modifié pour ne pas pour pas pouvoir se fixer au complément. Et lui, c'est une étude qui a été évaluée chez 154 patients, une phase 2, chez des patients qui sont en rejeton réfractaire d'un lymphome B diffus à grande cellule et qui ont reçu au moins 2 lignes thérapeutiques. Dans ce traitement, il y avait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un pré-traitement par obinutuzumab pour diminuer le risque de CRS, diminuer un petit peu les complications, parce qu'en plus, il y a une compétition entre l'obinutuzumab et le site de fixation du glofitamab, c'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de synapses et donc un peu moins de CRS initialement, ce qui favorise la tolérance initiale du traitement. Là, c'est de l'administration intraveineuse en durée courte, ce n'est pas de la perfusion continue parce qu'il y a un fragment FC qui stabilise la molécule et qui ralentit son élimination. Et on avait des escalades de doses, donc J1, J8, J15, et au premier jour du deuxième cycle, et c'est des cycles de 21 jours. Les patients ont été traités avec 12 cycles, et c'était des patients âgés, vous voyez, on pouvait le faire jusqu'à 90 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers des patients avaient été exposés au préalable à des carticelles, et on va le voir après, ça peut quand même être intéressant. Donc, avec un suivi médian de 12 mois, on a des taux de réponse complète de 40%, un taux de réponse globale, c'est-à-dire réponse partielle plus réponse complète de 78%, pardon, 52%. Et ceux qui étaient en réponse complète avaient une réponse qui persistait à 12 mois, avec une survie sans progression médiane à 12 mois qui était de 37%. Donc, des résultats très intéressants et gardant en tête que certains ont pu être exposés par des cartes. Le profil de tolérance, vous avez 63% de CRS, majoritairement des grades 1, des rares grades 3 et 4. Une toxicité neurologique qui est de l'ordre de 8%, des neutropénies qui sont de l'ordre de 27%. Donc, c'est des patients qui ont été traités lourdement avant, donc ça peut expliquer qu'ils aient une moindre tolérance hématologique. Il y a quand même 38% d'infection. Donc là encore, des résultats intéressants, y compris chez des patients lourdement pré-traités. L'autre molécule que je vais présenter, l'epcoritamab, il est développé par Genmab et AbbVie. Lui, il n'a pas de spécificité avec double site de liaison au CD20. Mais il a un épitope qui est différent du rituximab et de l'obinutuzumab, donc il va être éventuellement complété par l'action de ces molécules. Là, on a une étude assez large également, et la grande différence dans ce médicament, c'est l'administration qui se fait par voie sous-cutanée et qui est non limitée dans le temps, c'est-à-dire que dans cet essai, ils ont administré le traitement jusqu'à progression de la maladie. Encore une fois, il y a des escalades de doses progressives. Et puis, des patients qui étaient encore une fois potentiellement âgés et encore une fois, un tiers était exposé à des carticelles préalablement. L'efficacité était très satisfaisante chez ces patients très lourdement traités. 60% de réponse globale, dont 40% de réponse complète, ce qui est encore une fois dans cette situation très innovant. En termes de tolérance, on retrouve à peu près les chiffres précédents. Globalement, un patient sur deux qui fait un CRS, donc on a toujours entre 40 et 60% des patients, et des rares événements de grade élevé. Et la toxicité neurologique qui reste faible. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais si on fait l'expérience des carticelles en hématologie, on est, selon les produits, entre 60 et 95% de CRS. Et la toxicité neurologique, on varie entre 20 et 40%. Donc, vous voyez qu'avec les pistes spécifiques, on est quand même beaucoup moins toxique sur le plan neurologique. Maintenant, pour les myélomes, on va présenter deux cibles.
Le BCMA, ça a été longuement expliqué ce matin. Le BCMA peut avoir un intérêt par rapport à la cellule cible, puisqu'il est exprimé par les plasmocytes, contrairement au CD20 qui ne l'est pas, et même le CD19 peut être perdu par les plasmocytes de longue durée de vie. Et puis le GPRC5D qui est surexprimé par les plasmocytes tumoraux. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça peut être exprimé par d'autres cellules normales? Oui, on sait qu'il y a certaines cellules de cutané ou d'épithélium qui peuvent exprimer cette molécule, donc ça va avoir un intérêt en termes de profil de tolérance. Donc pour le myélome, on a le teclistamab dans l'étude Majestec qui a été évaluée. C'est le laboratoire Janssen. Il y avait 165 patients dans cette phase 1-2 avec des myélomes lourdement traités qui avaient reçu des inhibiteurs du protéasome, les immunomodulateurs comme l'énaïdomide par exemple, les anti-CD38, et ils recevaient du teclistamab par voie sous-cutanée, des cycles de 28 jours, avec encore une fois des paliers de dose progressifs, et eux, c'était aussi de l'administration continue jusqu'à progression de la maladie. Encore une fois, des médianes d'âge comparables aux études précédentes, et des patients potentiellement âgés, c'est le lot commun du myélome en général. Dans cette étude-là, il n'y avait pas de patients préalablement exposés à des carticines. L'efficacité était là encore une fois très satisfaisante, 60% de réponse globale, 39% de réponses complètes. Et chose intéressante, on avait des réponses profondes puisqu'on peut évaluer la maladie résiduelle qui était négative chez 26% des patients. Des maladies qui répondent et qui répondent de façon durable puisqu'on a une médiane de durée de réponse qui est de l'ordre de 18 mois. En termes de tolérance, un taux de CRS qui est peut-être un petit peu plus important que dans le lymphome, 72%, peu de grade 3-4 et une toxicité neurologique qui baisse encore un petit peu. Les infections, on va le voir après en détail, c'est vraiment un des points noirs des bispécifiques dans le myélome, puisqu'on a 76% d'infections. Donc, vous voyez dans cette étude, 40% de grade 3 à 4. L'autre molécule qui est à présenter, parce que c'est une cible différente, c'est le talquetamab. Encore une fois, c'est Janssen. Cette étude, c'était à peu près les mêmes profils de patients, avec 230 patients, une phase 1, rechute réfractaire, tous exposés aux drogues majeures dans le myélome. Là, il y avait deux schémas d'administration, soit en IV, soit en sous-cutané, avec des doses différentes dans les schémas IV. Encore une fois, il y avait une administration par palier de dose, et encore une fois, une administration jusqu'à progression de la maladie. Et donc, on voit qu'il y a des patients potentiellement âgés et très lourdement pré-traités. L'efficacité avec un délai de suivi de 11 mois était de l'ordre de 70% de réponse globale et 23% de réponse complète, dont certains avaient une maladie négative. Et le profil de tolérance, encore une fois, pas mal de CRS, 75%, pas de grade 3-4 ou très peu, et pas de toxicité neurologique déclarée dans cette étude, mais encore une fois, beaucoup d'infections, peut-être un peu moins que dans l'essai d'avant. Et on voit ce que je vous disais tout à l'heure, le profil de tolérance avec ses effets secondaires au niveau cutané et œsophagien, puisqu'il y avait 65 à 70% d'effets secondaires cutanés, il n'y avait pas de grade 3-4 ou très très peu, et ces dysgeusies qui apparaissent en lien avec les perturbations de l'épithélium, de la muqueuse buccale et œsophagienne. Alors, je voulais faire un petit focus parce que ça peut être une drogue qui vous intéresse sur ce risque infectieux. Et quand on s'intéresse aux méta-analyses, notamment dans le myélome, qui ont regardé toutes ces études de bispécifiques ciblant BCMA ou GPRC5D, on voit qu'il y a quand même 56% d'infections, au moins 24% d'infections de grade 3 à 4. Et c'est significativement plus important dans le groupe des patients qui ont reçu des bispécifiques qui ciblent BCMA, à contrario de GPRC5D. Même si maintenant il y a d'autres cibles qui se développent. Alors les trois messages qu'on peut garder sur ce risque infectieux, c'est que ces infections, elles sont fréquentes, potentiellement graves. C'est des profils d'infection peut-être auxquels vous êtes moins fréquentés, même si avec les nouvelles biothérapies, ça commence à arriver. On voit des maladies ACMV, des maladies adénovirus, des pneumocystoses, des candidoses, des toxoplasmoses. C'est vraiment un profil de malade un peu différent où il faut renforcer les mesures de prévention des infections par les prophylaxies infectieuses, le Bactrim, le valacyclovir. Ils ne répondent pas bien au vaccin, donc le vaccin VZV, ça ne sert à rien. Surveiller comme du lait sur le feu. L'autre message, c'est que le risque d'infection est permanent. Vous voyez que ils font tous un peu tout le temps, on voit dans le suivi des infections, et on peut voir, même si c'est rare, des grades 4 ou 5 qui arrivent tardivement, au généralement. Il faut quand même toujours jamais lever la garde. Et le dernier message, c'est que dans cette étude, c'est un abstract qui a été publié en congrès, les patients bénéficient de la supplémentation par IgIV, donc ça peut être une stratégie pour réduire le risque pour vos patients qui sont fragiles. Donc, ce qu'on peut dire en hématologie, c'est que les bispécifiques
se développe actuellement en association avec les anticorps monoclonaux, la chimiothérapie, les IMiD, les inhibiteurs de BTK. Il y a des combinaisons de bispécifiques dans le myélome, anti-GPRC5D, anti-BCMA, qui donnent des résultats préliminaires, mais avec encore plus d'infections, donc je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. On commence à implémenter ces bispécifiques en première ligne de traitement des myélomes ou des lymphomes, et on commence à les associer aussi avec des trispécifiques qui vont reconnaître à la fois donc, le CD19 ou le CD20 et le CD28 ou le 4-1BB pour améliorer la synapse immunologique. Alors, la question, c'est toujours est-ce que c'est en compétition avec les CAR-T-cells? Dans le lymphome, probablement pas. On n'a pas d'études bien faites pour les randomiser de façon frontale, mais les CAR-T-cells gardent encore des résultats très satisfaisants en termes de guérison de la maladie. Dans le lymphome diffuse ventreuse, on a 40 à 50% de guérison définitive. Dans le myélome, le travail dans les CAR-T dans le myélome s'améliore. On a 2 CAR-T qui ont été développés. L'un est disponible en France et l'autre pas encore. Et il y a des résultats différents qui se comparent plus ou moins favorablement aux bispécifiques. Donc, on attend encore des données à plus long terme. Et après, je voulais vous parler des résultats préliminaires dans les maladies auto-immunes. Donc, en regardant PubMed, il y a maintenant 4 papiers, sauf si j'en ai loupé, avec une guerre que j'ai découverte entre Berlin et Erlangen, que je ne connaissais pas. Donc, globalement, à chaque fois, ils se font coup pour coup. Il y a le BINA dans les maladies auto-immunes avec l'expérience d'Erlangen, 6 patients avec des polyarthrites rhumatoïdes, médiane d'âge 53 ans, un DAS 28 à 5,1, 7 traitements préalables, dont 6 patients sur 6 ont reçu l'effinomide, méthotrexate, inhibiteur de TNF et inhibiteur de JAK. Ils ont reçu un schéma de binatumumab qui est assez intéressant parce qu'ils ont essayé de l'adapter donc, à une population qui est plus la vôtre, c'est-à-dire éviter les longues hospitalisations, les venues fréquentes pendant l'hôpital de jour. 9 microgrammes par jour pendant 5 jours, une pause et puis ils refont un deuxième cycle. Donc c'est un schéma qui est intéressant. Alors après, ils l'ont fait, je dois vous dire, je ne sais pas comment ils l'ont établi. En tout cas, il n'y a pas de toxicité ni de CRS ni d'ICANS. Et en termes d'efficacité, ils trouvent, en termes d'évaluation par le patient ou en DAS28 ou en TEP scan qu'ils ont fait, des résultats qui sont intéressants chez ces patients très réfractaires. Ensuite, donc ça c'était Erlangen. Maintenant, l'expérience de Berlin avec le binatumab pour une patiente qui a une sclérodermie systémique, 35 ans. Vous avez ces caractéristiques initiales ici. Elle a été très exposée aux différentes drogues disponibles. Alors, je n'avais pas notion qu'on faisait autant de traitements avant. Elle a reçu différents paliers de doses de blinatumomab, donc 9 microgrammes pendant 5 jours, puis 28 microgrammes pendant 5 jours, puis 28 microgrammes pendant 10 jours. Donc des paliers de doses progressifs. En termes de tolérance, c'était excellent. Il n'y a pas eu de CRS. Elle a un Rodnan qui est passé de 21 à la baseline à 12 à 4 semaines, ce qui est une réponse, je pense, assez rapide pour ce type de patient très réfractaire. Et eux, ils ont choisi de faire cette administration de blinatumomab en fonction du suivi des sous-pop B pour savoir comment essayer de faire une lymphodéplétion B. Est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'ils l'ont vendu dans le papier. Ensuite, ils ont 2 autres expériences avec les bispécifiques anti-BCMA. L'expérience d'Erlangen, 4 patients qui étaient tous en rejeton réfractaire après 5 lignes thérapeutiques. Donc, vous avez les profils des patients, ils ont pris au moins 4 maladies, comme ça on est sûr de pouvoir développer dans chacune de ces maladies. Des profils que vous connaissez mieux que moi de présentation clinique et biologique, et des paliers de dose à chaque fois qui ont été respectés. Donc, jour 1, jour 3, jour 5, et puis après une pleine dose. Ce qu'il faut retenir en termes de tolérance, c'est que 2 patients sur 4 ont présenté des CRS, un de grade 1, un de grade 2. Et il y a une coquille, c'est pas no CRS, mais c'est no ICANS. Donc, il n'y a pas eu de toxicité neurologique dans cette cohorte de 4 patients. Et en termes de réponse, donc vous avez le Rodnan qui est passé de 39 à 24, l'ESDAI qui est passé de 34 à 15 dans le Sjögren, le MMT8 qui est passé de 22 à 6 dans la myosite inflammatoire, et dans la perle qui est passé de 5,6 à 1,9. Donc j'imagine des résultats qui sont intéressants chez ces patients très lourdement. Et enfin, l'expérience de Berlin avec, encore une fois, un case report, une patiente de 23 ans qui a un lupus réfractaire, qui a reçu du teclistamab. Elle a eu des paliers de dose sur 5 semaines et a présenté un CRS de grade 2 qui a nécessité du tocilizumab. Vous voyez ce profil de réponse sur le RPCU à gauche, au milieu le taux d'hémoglobine et l'évolution du SLEDAI à droite, donc des résultats qui semblent encore une fois intéressants, mais qui nécessiteront d'être confirmés. Donc sur les points que je voulais que vous gardiez à la fin, que les bispécifiques sont très puissants en termes d'immunothérapie dans le cancer,
Ils sont approuvés en hémato comme des agents en monothérapie, mais bientôt en combinaison, puisque les essais en première ligne sont en cours, des essais randomisés. En comparaison des CAR-T-cells, ils ont un profil de tolérance, ce sont les mêmes effets secondaires, mais avec une incidence qui est moindre, en termes notamment de toxicité neurologique. Mais attention au risque infectieux. L'administration, la voie d'administration peut impacter ces effets secondaires et la façon dont on organise en fait nos systèmes de soins. Vous avez vu, on fait souvent ça en hospitalisation. Il y a des modèles en France où, avec des IPA, on commence à faire un peu de bispécifique en ambulatoire. C'est avec l'apprentissage qu'on arrive à gérer ces organisations de soins. Et enfin, dans les maladies auto-immunes, je pense que les résultats sont intéressants, mais très préliminaires avant d'en tirer des conclusions. Il faut faire des essais cliniques et que les études translationnelles vont nous permettre de comprendre l'efficacité, la tolérance et les modes de résistance de ces bispécifiques. Voilà, je vous remercie.